Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de la série Finances personnelles, réparer au lieu de jeter. La conférence est organisée par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et puis on a le soutien de la Fondation de BNQ pour cette série. Pour la première conférence de la saison, j'ai le plaisir de recevoir Martin Barbeau, qui est formateur aux affûtés. Il va vous en parler un peu davantage par la suite. Alors, les affûtés, moi, c'est ça, j'ai commencé avec les affûtés. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent les affûtés ici? Ben, c'est bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les affûtés, c'est ça, c'est un endroit, y avez-vous été? Avez-vous déjà fait des ateliers? C'est un endroit où il y a plusieurs choses qu'on fait avec nos mains. C'est-à-dire qu'il y a plein d'ateliers où ce qu'on peut faire. On peut faire de la menuiserie, de la couture, de la céramique. Au fil du temps, il s'est rajouté des ateliers. Là, je vous invite à aller voir sur le site internet, lesaffûtés.ca, quelque chose comme ça. Et puis, vous allez voir la quantité incroyable d'ateliers qu'il y a là. Moi, je donne un atelier de réparation de petits électros. C'est une formation qui dure 3 heures où en partie ce que vous allez entendre aujourd'hui, mais beaucoup plus de choses et on termine avec de la réparation. Alors, il y a maintenant un département de mécanique maintenant, ça c'est intéressant. C'est un garage, ils ont loué un garage où on peut faire de la soudure, apprendre à changer l'huile de sa voiture. C'est vraiment intéressant. On va commencer un peu avec la réparation. Avant de réparer, c'est sûr qu'on voit notre appareil qui est devant nous, on va commencer à essayer de l'ouvrir, tout ça. On peut perdre un certain temps, puis on va un peu désespérer. Faites vos recherches avant. T'sais. Allez sur Internet, allez voir le numéro de modèle, comme je l'ai dit. Avec le numéro de modèle à l'appareil en arrière, marquez des mots aussi, troubleshooting, review en anglais, surtout parce que c'est vraiment plus mondial. Il y a beaucoup maintenant français, des mots, on peut y aller en français, ça va très bien. Et vous allez avoir un peu d'informations. Sur YouTube, maintenant, vous avez plein de vidéos qui vont peut-être vous dire comment démonter l'appareil, vous dire exactement c'est où la pièce. Donc, vous allez perdre beaucoup moins de temps. Ça va être beaucoup plus facile si vous faites des recherches. Aussi, vous pouvez aller sur un site Facebook. Ça s'appelle Tout ce qui se répare. Alors, comme j'ai dit tantôt, on voit 20 000 personnes. On est rendu 60 000 maintenant. Alors ça, c'est un site où si vous avez un appareil, vous simplement annoncez « J'ai un grille-pain de marque KitchenAid, il fait telle chose, y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? » Et là, la communauté va vous répondre. Et il y a tellement de gens là-dessus que c'est certain que vous allez avoir une réponse. Il faut des fois trier, parce qu'il y a des gens qui vont dire un peu n'importe quoi. C'est comme ils s'essayent d'une réponse. Mais si vous avez plusieurs fois la même réponse, vous n'allez pas être certain. C'est, oui, va chercher cette pièce-là, telle place, ou on peut vous répondre, j'ai déjà eu cet appareil-là, le même problème, j'ai fait telle chose. Ah, voilà. Donc, le site Tout ce qui se répare, super intéressant. Sur Facebook. Sur Facebook aussi, il y a un autre site qui s'appelle Les Patenteux du Québec, avec mon mot patenteux, donc invention. Hein? Alors ça, c'est un site où c'est beaucoup des gens comme moi, des électromécaniciens, des menuisiers, des plombiers, des gens de métier qui sont là et qui montrent qu'est-ce qu'ils ont inventé. Et aussi offrent leur aide. Si vous avez un problème de plomberie, entre autres, électrique, tout ça, les Patenteux du Québec vont pouvoir vraiment plus vous aider. Alors ça, c'est au niveau des recherches. Maintenant, on va regarder un petit peu au niveau des outils que ça prend. Parce qu'avant de commencer, c'est sûr que les gens, moi par expérience, les gens venaient me voir, souvent ils me disaient « c'est parce que j'ai pas d'outils à la maison, je ne sais pas comment, j'ai pas le tournevis, j'ai pas... » Alors, ça prend moindrement des outils. Le premier outil qui est super intéressant, c'est le cellulaire. Avant, on n'avait pas ça, le cellulaire. Maintenant, on peut prendre des photos. Alors, le truc, c'est quand on démonte les choses, peu importe ce qu'on touche à l'appareil, prenez des photos avant. Et là, vous faites un processus, vous ouvrez quelque chose, prenez une autre photo. Vous voulez défaire quelque chose, vous avez le mécanisme, prenez une vidéo. Et là, quand vous allez avoir tout démonté, pour remonter, ça va être facile. Même moi, je me laisse des fois avoir. Je démonte, je ne prends pas de photos parce que mon métier, tu sais. Et là, quand je reviens, je me fais avoir encore aujourd'hui. Ça, c'était branché où? Alors,
C'est vraiment intéressant de prendre des photos, des vidéos. Et pour moi, les plus vieux, on a de la misère un peu à voir, on peut zoomer avec un cellulaire. C'est vraiment intéressant maintenant. On peut zoomer très gros et on a un rétroéclairage avec la lumière. Je trouve que c'est vraiment un bon outil qu'on a aujourd'hui, le cellulaire. Ça prend aussi, c'est pas obligatoire, mais c'est intéressant d'avoir un multimètre. Un multimètre pour prendre ce qu'on appelle des mesures, voir si le courant passe dans un fil, si le courant passe à quelque part. Hein? Et dans un multimètre, ce qu'on veut, c'est ce petit onglet-là, ou ce qu'on appelle ici les ohms, c'est-à-dire qu'on veut savoir la résistance. On veut connaître dans un fusible, est-ce que mon courant il passe ou pas? Et il y a beaucoup de choses dans la réparation qu'on a besoin de savoir ou si le fil est brisé, est-ce que le courant passe ou non. Alors avec un multimètre, vous êtes en business. Et puis, vous pouvez avoir sur vidéo, sur YouTube, comment se servir d'un multimètre. Il y a plein de vidéos là-dessus. Ou, tout simplement, vous pouvez avoir quelque chose qui ressemble à ça. C'est un crayon avec des batteries. Vous avez des piles ici à l'intérieur. Et lorsqu'on touche les deux bornes, on crée le circuit. Donc, la lumière allume. Et avec ça, on peut mesurer quelque chose. Comme là, dans le milieu, ici, c'est une résistance. C'est un fusible, en fait. Donc, si je mets mes deux bornes, je viens vérifier. Est-ce que ma fusible... Parce que des fois, on a des appareils, puis là, on ne sait pas, est-ce que ma fusible est brisée? Est-ce que c'est un problème de fusible? Là, on a la fusible, on ne sait pas. Il faut savoir. Donc, avec cet appareil-là qui coûte 3, 4 $, je pense 5 $, au lieu d'un multimètre, on peut s'en servir pour ça. Bien, on peut s'en faire soi-même, en fait. Dans ma formation, j'apprends avec un fil, une lumière et une pile. Ça vous fait un petit testo. Jusqu'à combien de volts? Jusqu'à combien de volts? Ça, on ne met pas de voltage. On ne met jamais de voltage quand on fait un test de continuité. Moi, j'apprends dans mes formations à ne jamais brancher l'appareil. Donc, on reste toujours sécuritaire. Il est possible de réparer la grande majorité des petits électroménagers sans même jamais les brancher, en vérifiant le test de continuité. En vérifiant juste si le courant passe dans les fils. Mais quand je dis courant, on s'entend, c'est le courant de la pile. Ce n'est pas le courant qui vient du mur. On met le courant électrique de la pile, un petit courant dans le fil. Et là, on mesure. Est-ce que mon petit courant passe? Ah, OK. Ça veut dire que le gros courant va passer, c'est sûr. Là, je mesure une autre composante. Est-ce que mon petit courant de 12 volts, même pas, c'est deux batteries à 1,5 volts. Est-ce que mon petit courant de 3 volts passe dans... Est-ce que mon petit courant de 3 volts passe ici? S'il passe, ça veut dire que mon gros courant de 120, lui, il va passer aussi. Fait que c'est ça le test de continuité. Le test de continuité, c'était quelque chose d'électrique, donc ça prend quand même une bonne formation. Moi, j'effleure un peu, juste pour vous donner une idée de ce que ça peut être. T'sais. Je donne une idée dans la réparation, il faut passer par là. Il faut en faire. Moi, j'en fais. Dans les réparations, on a beaucoup de tests de continuité à faire. À part, des fois, quand c'est juste mécanique, un bouton cassé, ça, c'est plus facile à réparer. On va continuer maintenant dans le démontage. J'en ai parlé tantôt. La patience. Parce qu'on a souvent des vis extraordinaires pour le faire. Hein? Alors ça en est une catégorie que j'ai vue pas mal souvent. On pourrait en observer quelques-unes. Je vous donne un exemple. Celle-là, c'est la plus... Regardez, vous avez sur un côté, un côté qui est plat. Mais sur l'autre côté, vous avez comme une pente, un angle. OK? Ça veut dire qu'on peut très bien visser, mais on ne peut plus dévisser. Alors ça, c'est fait en industrie. Ils vont visser le casing, et là, on ne peut pas le dévisser. Il faut absolument, quand on a ce genre de vis-là, de faire partir la tête avec une perceuse. On vient driller la tête pour l'enlever, et c'est le seul moyen de défaire l'appareil. Bon, il y a d'autres choses aussi. Regardez ça. Ça, il faut vraiment trouver l'outil pour ça.
Il y a des vis à tête de serpent, que j'appelle ça. Je vais vous montrer l'autre photo. L'idéal, c'est dans le fond, c'est de vous acheter un petit kit comme ça, qui a pas mal tout. C'est pas très cher, moins de 20 $, vous allez avoir un petit kit comme ça. Et là, aussitôt que vous allez avoir un appareil, vous allez au moins l'ensemble et ça fonctionne assez bien. Vous allez pas mal retrouver. On pourrait faire le tour, là, puis on retrouve pas mal toutes les sortes de vis dans ces petits kits-là. Oui. Regardez celui-là. Celui-là, il est super intéressant. Parce que pour moi, plus c'est long, plus vous allez atteindre. Des fois, on a des trous qui sont très profonds. La vis est dans le fond. Fait que si on a juste des petits embouts, on va être pogné. Donc, l'idéal, c'est si vous allez acheter un kit, achetez-vous un kit avec des longs bouts comme ça. Et celui-là, c'est 30 $ à peu près. Le tournevis étoile, c'est vraiment quelque chose aussi qu'on utilise beaucoup dans les réparations. Heureusement, les vis sont souvent étoiles. Pour dévisser, on a souvent des tournevis. On a besoin d'un tournevis étoile. L'idéal comme tournevis étoile pour moi, c'est encore là, j'en ai parlé, un tournevis très long. Comme ça, on s'assure que, des fois, vous avez des cafetières, là, puis pour défaire le dessous, il faut aller juste par en haut, jusque dans le fond de la cafetière. Il faut descendre à peu près ça. Fait que ça vous prend absolument un tournevis. Lui, il est quand même assez long. Regardez, c'est presque ça de long. C'est pas grave s'il est trop long. Au moins, il va faire dans toutes les choses. Et pour un bon tournevis, peu importe lequel, je vous donne un petit truc. Regardez la différence de matériaux, la couleur entre les deux. Vous avez deux métaux, ou peut-être le même métaux, mais le bout a été traité. Le bout est différent. Vous allez avoir des fois des tournevis où c'est complètement la même chose d'un bout à l'autre. C'est le même métaux, c'est le même traitement, qu'il soit solide ou non, c'est la même chose. Tandis qu'un tournevis comme ça, vous pouvez s'assurer que ce bout-là a été traité. Il est différent, donc plus fort. Oui. Utilisez-vous des tournevis avec le bout aimanté? C'est très bien aussi, oui. Ça vaut la peine d'acheter des tournevis avec le bout aimanté. Pour tenir vos vis, quand vous allez les mettre, des fois dans des endroits encore là, c'est très petit, hein, les appareils, fait que oui, ça vaut vraiment la peine. C'est important de faire nos recherches, toujours avant aussi quand on fait l'achat de quelque chose. Consumer Report peut être une bonne source. Bien sûr, si on a accès à Internet, on va marquer, avant d'acheter la chose, on va marquer le nom, le modèle, on va regarder dans les reviews, qu'est-ce que les gens en disent de ce modèle-là, et faire nos recherches. Malheureusement, les gens achètent beaucoup on se promène, puis « Ah, lui est beau, je l'achète ». Sans faire vraiment on y va avec la beauté, on y va avec le prix, mais on y va rarement avec « Est-ce qu'il est bien? Est-ce que les vis… » Fait que là, je vous dis la première chose, levez votre appareil, regardez en dessous les vis. Est-ce que j'ai des vis étoiles facilement? Ah, on part bien. Là. Est-ce que en dessous, c'est des vis comme je vous ai montré tantôt? Ça part mal. Là. Hein? Ça, c'est la première observation que vous pouvez faire. La deuxième observation, je vais vous donner la réponse à la question après. Le poids. C'est drôle, mais quand il est pesant, il y a plus de métaux dedans. Les pièces sont plus grosses. Donc, nécessairement plus solides. Vous achetez un grille-pain à 25 $, 35 $, là. Avez-vous vu la légèreté du grille-pain? C'est comme une feuille. Mais c'est vraiment pas solide. Ça va durer 6 mois, 1 an. Vous avez des outils. Regardez, tantôt on avait des vis, j'appelle ça tête de serpent, là, comme 2 trous. Là. Alors, ça prend ces tournevis-là. Mais à gauche, on peut aussi se faire ces outils. Moi, j'ai pris un tournevis plat ordinaire et j'ai pris une lime et je me suis fait un outil qui ressemble à ça. Il faut avoir la créativité. Quand on n'a pas, on invente, on essaie des choses. Et ensuite, bien sûr, j'en ai acheté des vrais. Mais ça fait le même travail. Il faut faire attention au niveau des tournevis étoiles. Il faut avoir la bonne grosseur de tournevis avec la bonne vis. Si vous avez un trop gros tournevis et une petite vis, quand vous allez tourner, vous allez la briser. L'inverse aussi, vous allez tourner, vous allez briser, il va arriver ça. Alors, le tournevis, il ne fera plus son travail et vous allez briser la vis aussi. Et rien de pire qu'une vis brisée dans un petit trou très loin.
Là, là, ça prend beaucoup de patience puis de la respiration. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? T'sais? Alors, un truc, quand vous allez dévisser pour la première fois, allez-y doucement. Pèsez très, très fort, le plus fort possible pour vraiment être un appui solide et tournez tranquillement. Alors, en tournant tranquillement, vous allez sentir quelque chose se passer. Si ça tourne ou si ça tourne dans le vide ou si le tournevis se met à monter, c'est parce que là, il commence à décrocher. Alors, on a tendance à donner un petit coup au sec. Non, allez-y tranquillement, mais fort. Et quand on revisse, on remet la vis, et là, on se dit, ah, j'ai dévissé, ça a été dur, alors je vais revisser très, très dur. C'est pas nécessaire. On visse d'une bonne manière, sans trop forcer, et on l'accote. Qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est, vous n'êtes pas trop sûr, laissez-le un peu, si vous n'êtes pas sûr, pas trop fort. Après une semaine d'usage, revenez vérifier votre vis. Ah, bon, OK, t'as bien vissé comme ça. On fait une revérification après. Vaut mieux ça que de l'avoir trop vissé. Et lorsqu'on aura l'arrêt de dévisser, on va être encore poigné sur la même chose. Oui? Souvent aussi pour des meubles, on vient pour dévisser ça, puis on revisse, puis si on répète le processus, on trouve que c'est un peu lousse, justement. Est-ce que ça, c'est parce qu'on a trop... Exactement. Parce que il y a le filet dans la vis, il y a la vis, et il y a aussi le filet à l'intérieur. Lorsque la vis finit par être accotée sur le filet, si on force trop, on vient comme étirer les filets, qu'on dit. Alors, on étire les filets. À chaque fois qu'on force un peu trop, on étire le filet et là, ça devient de plus en plus lousse. Ça, c'est une pincetto, vice grip qu'on appelle en bon français. C'est une pince que j'utilise beaucoup, qu'on devrait toujours, tout le monde avoir. Une petite, surtout, c'est intéressant parce qu'on a des petits appareils. Alors, on ferme, on peut ajuster. Et quand on la ferme, ça clip et ça tient. Ça pince et ça tient. Alors, un ajustement ici qui rouvre ou qui ferme, c'est dépendamment de la grosseur de ce qu'on veut coincer. Et je vais donner un exemple. Donc, en ayant une pincetto comme ça, vice grip, on peut tenir un fil si on veut faire mettons, souder un fil. Alors, on peut tenir le fil comme ça. On peut en acheter deux petites. Alors, on coince ces deux fils. Mettons je vais vous le montrer un peu plus loin. Je veux coller une pièce. Au lieu de la tenir, je vais la tenir avec la pincetto. Et là, je vais pouvoir peut-être mettre mon point de colle, lubrifier. Et si j'ai l'autre pièce, je vais les coller ensemble, je vais les tenir. Et ensuite, je la défais comme ça. Donc, vice grip, pincetto. Il y en a des grosses. Achetez-en aussi ceux qui sont pointus. Il y en a des plates, mais achetez-en des pointus pour aller loin, aller clipper. Donc, ta vis de tantôt, tu voulais la défaire ou essayer de la trouver avec une pince comme ça, tu aurais pu la prendre, serrer très, très fort. Et puis, on ne l'a pas vu, mais il y a une section qui coupe dans ces pinces-là. Ouais, c'est au milieu. C'est au bout, là, tu sais, au fond de la pince, là. Ici, ça coupe. Tu peux couper quelque chose de très, très fort. Il y a la pince pointue. Bon, tout le monde un peu connaît la pince pointue. Pourquoi une pince pointue? Parce que, encore là, dans nos appareils, on vise beaucoup les petits appareils. Allez mettre des fois, déposer, ne serait-ce que la vis dans son petit trou avant de la visser. Une bonne pince pointue, et plus qu'elles sont longues, mieux c'est. Des outils, on peut en avoir des tonnes. Hein? Moi, mon coffre, c'est pas fini. J'en achète encore. C'est comme ça finit plus. C'est vraiment Mais je vais vous donner quelques conseils par rapport aux outils. On va parler de la perceuse. Okay? Une perceuse. On dit bon. Quelque chose que je peux vous dire, une petite perceuse. Les gens, des fois, ont tendance à acheter. On ne travaille pas dans la construction, hein? On n'est pas... Là, on s'achète la grosse perceuse là, avec la grosse batterie là, qui pèse 10 livres, là, puis c'est comme, là, c'est gros, une DeWalt, tu sais, puis c'est pas nécessaire. Elle est plus chère aussi. Ils sont plus chers généralement, tu sais. Puis les piles sont plus grosses, fait qu'ils sont plus chers. Achetez-vous une petite perceuse, regardez 12 volts. Fixez-vous 12 volts. Vous allez voir que les 12 volts,
sont beaucoup plus petites. Les batteries sont plus petites et sont toutes mignonnes. J'en ai même vu des roses. Hein? Ça vous tente, là? Mais, donc, pile au lithium, vraiment vérifié. Maintenant, c'est pratiquement rare qu'on a maintenant des piles autres que lithium, là. Mais visez absolument lithium. Priorisez l'achat des outils de petit format parce que votre coffre, si vous achetez, là je dis de tournevis long, ok, ça va. Mais si vous achetez des grosses pinces, un gros marteau, des grosses affaires, votre coffre, il va devenir trop gros. Vous savez? Achetez-vous des petits outils pour faire un petit coffre facilement transportable. On va parler un peu, justement, un peu de l'entretien pour nettoyer l'intérieur, les cartes. Des fois, on a un bouton qui est un peu, il ne va pas bien, on ouvre puis on voit que c'est sale, juste pour nettoyer, on peut prendre de l'alcool comme ça. Hein? Ça, c'est vraiment pas cher en pharmacie, hein? L'alcool isopropylique. C'est la même chose que ce produit-là qui est à côté. Sensiblement la même chose. Ce qu'on veut, en fait, c'est un produit qui va nettoyer, mais qui va sécher très rapidement. Qui ne va pas laisser la graisse sur une carte électronique. On ne veut pas laisser de graisse, on veut juste nettoyer, enlever les petites saletés, puis après ça, que ça sèche très vite, que ça ne laisse pas de dépôt. Alors, ça, c'est bon. Un solvant. Donc, l'alcool isopropylique avec un petit coton-tige comme ça. On a des vrais lubrifiants aussi qui sont intéressants. Le premier, le Jigeloo, encore là, c'est parce qu'il lubrifie et il ne laisse pas de traces. Ça sèche et c'est clean, ça ne laisse pas de traces. Alors, il faut toujours commencer, quand on n'est pas sûr, on nettoie. On ne va pas graisser avant de nettoyer. Parce que des fois, juste nettoyer, ça fait le travail. Donc, on nettoie en premier. Puis si ça ne fonctionne pas, là, on va mettre un lubrifiant, un Jigeloo. Et là, ça ne laisse vraiment pas de traces. Si on a tout ce qui est métal, l'engrenage de métal, une pièce de métal, pièce sur pièce qui frotte, un peu rouillé, là, c'est du WD-40 qu'on va utiliser. Il faut faire attention, c'est ça, le WD-40 va laisser un résidu graisseux. C'est une genre d'huile. Donc, il faut faire attention quand on use ça dans un appareil, surtout si c'est un grille-pain ou quoi que ce soit. Donc, allez-y avec du Jigeloo en premier. Maintenant, on va faire, c'est casser, donc il faut coller. Hein? On a plusieurs colles qu'on peut utiliser. À gauche, la colle Crazy Glue, que je pense que tout le monde connaît. Hein? Regardez, par exemple, achetez-vous. Avant, j'achetais des gros pots. Puis là, on essaie, on colle, là c'est collé, le pot est collé, c'est comme. Hein? Alors, on prend des petits tubes à usage unique. Alors, on l'ouvre, si c'est collé, c'est pas grave, on en a des petits. Tous des usages. C'est ce qui fait la différence, je trouve. Pour le même prix. Donc, la colle Crazy Glue comme ça, c'est bon pour des petites choses rapides. On veut coller, que ça se tienne rapidement. Pas trop solide, mais c'est pas extrême. Si vous voulez quelque chose qui tient bien puis qui va devenir comme du plastique, on appelle ça de la colle époxy. OK? C'est on voit deux tiges. Donc, c'est deux produits, c'est deux liquides. On va les mélanger ensemble. On en met sur une feuille d'aluminium. On la mélange ensemble. Et là, on va appuyer, coller la pièce avec ça. On badigeonne autour. On fait un genre de gros collet autour. Et on laisse ça sécher pendant au moins... Ça sèche très vite. C'est marqué celle-là 5, donc c'est 5 minutes. Ça vient assez dur. Mais je vous suggère d'attendre plus longtemps. 24 heures s'il faut. Laissez pas de pièce-là. Vous allez voir le lendemain, là, ça va être dur. Ils font des planchers en époxy. C'est beau, c'est dur. Et à droite, ici, c'est la même chose, c'est de l'époxy, mais pour la haute température. Donc, un exemple, mon lave-vaisselle, que j'ai depuis 15 ans, il y a une vis qui a percé le métal, et là, ça coulait en dessous. Fait que là, il fallait que je cache ce que ça coulait. J'ai essayé en premier avec l'époxy comme ça. À cause de l'eau chaude, tout ça, après 2 semaines, ça s'est en allé. J'ai été chercher ça. Ça, c'est bon pour 100. Il y a une température là, assez élevée. Et là, j'ai mis ça.
puis c'est encore là aujourd'hui, ça tient. Donc, tout ce qui est chaud, attention, ça ne remplace pas du soudé. C'est pas quelque chose qui va, on va dire soudé. C'est pas soudé. C'est juste collé dans une place où c'est chaud. Maintenant, pour acheter tous vos outils, des choses comme ça, voici. Ça va être sur un site, c'est ça, tu m'as dit? Donc, si vous n'avez pas le temps de prendre en note, je pense que vous allez éventuellement pouvoir revenir là-dessus. Donc, Addison, qui est à Montréal, un gros magasin dans le coin de P9, métropolitain, dans ce coin-là, plein de pièces, au niveau des pièces. Vous avez besoin des pièces, des petits boutons, vous avez un interrupteur qui ne fonctionne plus, Addison. Vous avez aussi l'opportunité d'emmener votre pièce. Vous pensez que c'est cette fusible-là, vous l'amenez, il y a des gentils petits monsieur en arrière. Monsieur, est-ce que vous avez cette pièce-là? Ils vont vous aider, ils vont vous donner la même, sinon une équivalente. Fait qu'Addison, Mastervox sur la rive sud, centre de pièces DB qui est proche de Addison, ça c'est pour laveuse, sécheuse, des grosses pièces, les cartes électroniques, pièces DB ont tout le temps tout. S'ils l'ont pas, ils font livrer, ils se prennent un petit cup, mais vous êtes sûr de l'avoir. Ils vont chercher la pièce pour vous. Au niveau des services, c'est vraiment intéressant. Abra électronique, ça c'est plus pour les cartes électroniques, quelqu'un qui veut se faire un petit montage, un peu comme un inventeur, vous voulez faire un brevet, là, puis d'inventer quelque chose. Vous allez acheter vos pièces chez Abra avec une petite carte. Puis vous avez aussi pour le Noël qui s'en vient, les enfants, il y a des beaux petits kits de robotique chez Abra. Intéressant. Oui. Quand on achète quelque chose, les fabricants, ils sont obligés de garder des pièces, quoi, 5 ans, 10 ans, 20 ans en arrière, 30 ans, combien d'années? Ah, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Non. Mais c'est un problème, ça. C'est un problème. Parce que j'avais un autre appareil et là, j'ai arrêté parce qu'il n'y avait pas de pièces de remplacement. La première chose, les grille-pains. Ça ici, c'est dans un grille-pain. Okay? On a des petites, je ne sais pas si vous savez, là, les petits filaments là, hein, qui font griller le pain. Okay? On va mettre qui, une fois par mois, retourne son grille-pain pour enlever les miettes à l'intérieur, pour les nettoyer. On a 2 par 3 personnes, mais c'est bien, hey, c'est quand même bien ça. Parce que c'est super important. Ça ici, ce qui est arrivé, c'est que c'est des pains au raisin, en fait. Un pain au raisin. Le raisin s'est détaché, il s'est collé sur l'élément. A resté là pendant plusieurs jours, voire peut-être plusieurs semaines. Et l'élément chauffant, lui, ce qu'il veut, c'est dissiper sa chaleur. Il faut que la chaleur de l'élément s'en aille dans l'air et vers le pain. Mais avec le petit raisin qui est là, ça crée un point de chaleur. Et c'est trop chaud pour l'élément. Donc, il y a une fusion qui se passe et l'élément vient couper. Fait que c'est ça qui est arrivé. Donc, ici, on a vraiment un élément de coupé. Et là, on pèse et là, on voit qu'il ne se passe rien. Moi, ce que je fais, un petit exemple de réparation, c'est que si vous êtes capable d'aller chercher les 2 éléments, là, vous trouvez un autre bout d'élément que vous avez gardé et vous faites juste réunir les 2 bouts. Puis là, vous venez pincer chaque bout, là, puis vous refaites le circuit avec un petit bout d'élément que vous avez trouvé. Et là, vous pincez ça comme ça, pas de soudure à rien, on ne peut pas souder parce que ça va venir rouge, la soudure va fondre. Alors moi, je fais ça, je relie les 2 bouts, je pince ça avec la pincetto, et là, le courant repasse et mon grille-pain est reparti. Ça, j'ai fait au moins 2 réparations là-dessus. Sauf que des fois, c'est où ce que c'est? Des fois, c'est dans le milieu, ou c'est difficile d'accès des fois, c'est juste ça. Ça, c'est un autre problème. Hein? On a l'accumulation de calcaire dans le fond de notre bouilloire. Et qu'est-ce qui se passe encore là? L'élément chauffant veut transmettre sa chaleur à l'eau, mais là, il y a une couche de calcaire qui est là. Fait que, je ne sais pas si c'est mon... Ouais, je vais vous montrer ça comme ça. Alors, on a... Si je fais ça comme ça, peut-être que vous allez voir.
Alors, ici, on a un élément chauffant qui est dans le fond ici. OK? L'élément chauffant, lui, il veut transmettre à l'eau qui est là. OK? Mais si j'ai du calcaire, l'élément chauffant ne peut pas transmettre sa chaleur. Alors, il se crée une zone en dessous de la cafetière très chaude. Mais en dessous de ça, il y a une fusible, ce qu'on appelle un fusible thermique. Alors, qu'est-ce que j'expliquais? Donc, il se crée une chaleur en dessous de la cafetière parce que l'eau ne peut pas. Et là, le fusible qui est caché en dessous vient couper le circuit. Alors, il faut beaucoup de réparations. Les gens viennent voir, la bouilloire ne fonctionne pas. La majorité des fois, 85%, on ouvre, c'est la fusible. Donc, un peu pour dire, par rapport aux cartes électroniques, c'est compliqué de... Moi, je n'en répare pas de cartes électroniques parce que c'est tout un métier juste pour ça. Mais, on peut voir un peu des choses. Alors, mettons, ça ici, c'est une carte électronique et je l'observe. Je vais juste observer, je compare différentes choses. Ah, OK, on voit que les soudures, c'est un peu des pointus, telle couleur, tout ça. Puis, à un moment donné, je me rends compte que dans ce coin-là, oups, c'est pas pareil, il n'y a plus de pointus de soudage. Si je retourne ma carte, je regarde au niveau de la couleur. Oh, ici à gauche, il y a quelque chose qui se passe. Et là, je vois très bien, c'est noirci. Et le fusible aussi est noirci. Alors, ça donne un indice que c'est dans ce coin-là le problème. Puis, ça donne un indice aussi que, c'est ma carte le problème. Je ne suis peut-être pas capable de réparer ma carte, mais maintenant, j'ai trouvé que c'est la carte le problème. Alors, ça, c'est intéressant. Pour défaire un casing, il y a plusieurs techniques, mais moi, j'utilise celle-là. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver une petite craque, puis on va rentrer dans le tournevis et on ne va pas faire ça. On va tourner. Regardez, en tournant, ça va séparer doucement le casing. Ça va empêcher qu'il va casser. Si on fait ça comme ça, là, on risque de casser des choses. Fait on prend un tournevis comme ça, on tourne, on en met un autre, on tourne, on en met un autre, on tourne, et on réussit à faire le tour. Si on n'est pas capable de rentrer, on peut prendre un plus petit tournevis en premier. On prend un petit, on tourne petit, on prend le gros, on tourne plus gros. Okay? C'est un truc vraiment qui sauve la vie des fois. Il faut faire attention des fois, les compagnies, ils nous font vraiment la vie dure. C'est qu'au lieu de mettre un couvert comme ça, ils vont mettre un couvert qui clip comme ça. Fait que là, on ne peut pas tourner. Il faut savoir qu'il faut rentrer le tournevis comme ça. Il faut pousser, tirer. Alors, c'est vraiment parfois... qu'est-ce qu'on a ensuite? Parler rapidement d'un court-circuit. On va dire, qu'est-ce que c'est qu'un court-circuit? Un court-circuit, c'est quoi? Un court-circuit, c'est... On va supposer, là, j'ai mis une batterie, mais les fils, elle peut aller à la prise électrique, OK? Ça veut dire qu'à l'intérieur de mon appareil, on va dire le positif et le négatif, les fils se touchent à l'intérieur. Les fils se touchent. Alors, on a un court-circuit. Alors, le courant, au lieu de passer dans la lumière, le courant s'en vient ici et il s'en vient directement à l'autre bord. Et là, c'est pour ça que ça fait un court-circuit. Si on soupçonne un court-circuit, je branche mon appareil, pouf, ça fait comme des flashs. Peut-être qu'on pense qu'il y a un court-circuit. On a tendance à dire, je vais le réessayer, voir s'il fonctionne encore. C'est normal. On veut voir, est-tu brisé, est-tu pas brisé, OK? Si vous avez un court-circuit comme ça, quand vous allez le brancher, ça va refaire pouf. Les fils sont collés à l'intérieur. Et là, si vous avez sauvé votre carte électronique, si vous avez sauvé votre petit moteur, là, vous allez le réessayer. Et là, peut-être, vous allez finir votre carte, vous allez vraiment tout brûler. Alors, c'est important que si vous soupçonnez une chose comme ça, il faut vérifier avec un multimètre. Il faut vérifier si, est-ce que mon courant passe dans le fil? Est-ce que mon courant s'en va là et il revient là? On va mesurer. Si mon courant passe, ça veut dire que les fils se touchent. C'est un petit peu complexe, mais juste pour vous dire, pour avoir l'œil, de faire attention, de ne pas rebrancher l'appareil. C'est important. Des fois, vous allez avoir encore votre court-circuit.
Hein? Le court-circuit. Des fois, il y a eu un court-circuit, mais les fils se sont détachés. Là, vous allez brancher, il n'y a rien qui se passe. Généralement, c'est ça qui se passe. Généralement. Mais il suffit qu'un jour, vos fils sont encore là. Alors, il faut faire attention avec ça. Un encore meilleur exemple, normalement, votre fil, il s'en va dans une borne et il s'en va dans un élément et il revient. Il s'en va dans quelque chose. Un court-circuit, votre fil, il sort, il s'en va tout de suite l'autre bord. Ça, c'est un court-circuit. C'est pas bon. Quelques petits trucs. Vis cachées. Je dis vis cachées parce que des fois, regarde en dessous, il n'y a pas de vis. Ils sont où les vis? Ils sont dans les petites pattes de caoutchouc. Vous avez des pattes, des fois, sur des appuis de caoutchouc. Ils sont en dessous. Vous enlevez les petits caoutchoucs, les vis sont là. Vous avez des fois un sticker de la compagnie. Les autres, ils cachent les vis en dessous du sticker de la compagnie. J'exagère à peine. Des fois, c'est le I, le point sur le I. Non, mais on peut aller loin. J'ai vu ça. J'ai déjà cherché avec un client au moins 20 minutes une vis. Parce que ça s'était fait ça. Il y avait quelque chose. T'sais. Alors, faites attention, des vis cachées. Couvercle clippé ou collé, tantôt j'en ai parlé, clippé ou collé. Des fois, les couvercles sont même collés. Alors, même si on essaye, ils sont collés. Là, il faut prendre un X-Acto, il faut réussir tranquillement, pas vite, à décoller pour ouvrir. L'ouverture partielle, ça aussi c'est important. Là, ça fait 30 minutes, 40 minutes qu'on a réussi, notre vis est défaite, tout ça. Là, on ouvre ça, on est content, fait qu'on ouvre tout. Là, il y a 2 springs qui partent, une vis, tout tombe à terre. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Alors, on ouvre lentement, délicatement, quand on prend son mal en patience, puis on ouvre doucement. Je vous en parle parce que ça t'est tellement arrivé, tu sais. Alors, on ouvre ça tranquillement, puis on regarde qu'est-ce qui se passe. On prend notre cellulaire, on prend une photo. Parce que des fois, il y a des fils qui sont connectés. Si on ouvre trop vite, on déconnecte le fil. Alors, on était où, là? Alors, tranquillement, on ouvre doucement. Revissage, j'en ai parlé tantôt. Hein? On revisse léger, pas trop fort. Nombre de vis à remettre, ça, c'est une autre histoire. Des fois, on a 8 vis à défaire. Moi, je suis très à l'aise à en remettre juste 4. Si 4 vis, pour une cafetière qui est sur le comptoir, qu'on ne bouge pas, pourquoi mettre 8 vis? C'est les compagnies, ça, qui exagèrent pour que ça soit solide, tout ça, tu sais. Fait en remettant juste 4, je me dis que si j'ai à la réouvrir, je ne vais pas me taper encore 8 vis. Juste 4, ça fonctionne. Puis c'est ça. Par contre, pour un blender, pour un appareil qui vibre, là, je vais mettre toutes les vis parce que ça prend de la solidité. Il faut avoir un peu réfléchir par rapport à ça. On va aussi visser pas trop fort, surtout les appareils qui vibrent. On va visser, on va mettre l'appareil, on va l'utiliser. Une semaine plus tard, venez vérifier les vis, regardez les vis. Des fois, ça se peut que ça s'est dévissé. Donc, on vient faire une revérification. Je fais ça dans mon métier aussi, pour s'assurer que la vis qu'on a vissée, elle tient bien. On revérifie un jour, une semaine plus tard. Encore là, je passe rapidement, mais c'est juste pour vous mettre un petit peu dans la tête. Un circuit électrique dans un appareil. Ici, c'est à sa plus simple expression, c'est-à-dire qu'on part toujours à la source. On a un interrupteur, généralement, un bouton, quelque chose. Et ensuite, on a une lumière, un moteur, une hélice, peu importe. Le circuit ressemble un peu à ça. Hein? Alors, quand on fait des tests de continuité, dans mes formations, c'est ce qu'on fait. On apprend à bien prendre les mesures ici. On prend la mesure là, on prend la mesure là. Et là, tranquillement, on suit le courant et on prend une mesure, on dit « Oups! » C'est là le problème. On avance, on avance, on avance et on trouve finalement le problème. Ça peut être une fusible, ça peut être le moteur le problème, ça peut être l'interrupteur le problème. Alors, c'est ça. On va passer maintenant les gros appareils, rapidement, encore là, parce que chaque appareil a...
Surtout les frigos. Ça, j'en vois beaucoup sur tout ce qui se répare, les gens, leur frigo, la glace, tout ça, tu sais. J'essaie de vous expliquer rapidement ce qu'il y en est, OK? Dans ça c'est un peu un frigo à l'intérieur, soit en bas ou en haut, là, ce qui refroidit, OK? Alors, on a le serpentin. C'est lui qui fournit le froid, OK? Il y a un gaz là-dedans qui passe, et là, ça fait le froid, OK? Il y a généralement aussi une fan qui vient tirer l'air pour ramener le froid en haut. Alors, si vous avez du givre, si vous avez plein de glace dans votre réfrigérateur, ça se peut que ce soit en premier la fan. La fan, elle ne marche plus. Alors, le froid il est là, mais il n'est pas propagé ailleurs. Alors, votre fan, parce que ça, vous allez l'entendre. Quand un frigo fonctionne, vous entendez toujours la fan. Si votre frigo, en arrière, le compresseur fonctionne, mais vous n'entendez pas la fan, il y a peut-être là le problème. Okay? La fan. L'autre problème aussi, c'est qu'un frigo, aujourd'hui, on appelle ça des frigos sans givre. Hein, dans le temps, et maintenant, pourquoi on appelle ça sans givre? Parce qu'au fil du temps, quand ça refroidit, l'humidité dans l'air ça va faire un peu le frima et ça va congeler, ça va devenir, c'est ce qui fait la glace au fil du temps. Alors, une fois par jour, le frigo, il s'arrête. Et là, ici, on a un élément chauffant, comme un four, qui vient chauffer tout ça et revenir ça à la normale. Donc, enlever toute la glace, faire fondre toute la glace, et le processus recommence à chaque jour. Donc, à chaque jour, votre frigo arrête, on ne s'en rend pas compte. Il arrête. L'élément chauffant vient partir, fait fondre tout ce qu'il y a un petit peu, et on recommence le processus. Donc, ça se peut que ce soit l'élément chauffant qui est brisé. Quand on arrive pour faire réchauffer, il ne fonctionne pas. Ça accumule. La glace continue à accumuler. Ça, c'est un autre des problèmes qui peut arriver. Et il y a aussi un autre dispositif qui vérifie, parce que cet élément chauffant-là ne doit pas chauffer à l'infini non plus. Il ne faut pas que l'élément chauffant se mette à chauffer, puis là, venir faire fondre le plastique, et tout ça. Alors, c'est un thermostat. C'est un thermostat qui vérifie, est-ce que la chaleur totale dans le frigo ici, là, est-ce que c'est à telle température? Si c'est rendu au-delà de 0, on arrête tout, c'est fini. On dégivre plus. Ça se peut que ce soit ce thermostat-là qui soit bleu. C'est un peu les trois composantes qu'on peut retrouver dans un frigo. Une sécheuse maintenant. Une sécheuse, ben, c'est le même principe un peu que le séchoir. Hein? Il faut y donner de l'air à la sécheuse. Hein? Et la sécheuse, elle, attire son air par le devant ou peu importe, mais ce qui est important, c'est où elle sort son air. Hein? Et c'est ça qu'on oublie de nettoyer. Un minimum à tous les 2-3 ans. Alors, même principe, on veut sécher, on pousse la chaleur, mais la chaleur ne sort pas. Alors, la sécheuse chauffe beaucoup et à un moment donné, la fusible thermique, pouf! J'arrête tout ça là, viens changer la fusible thermique. C'est difficile, il faut démonter la sécheuse en bonne partie pour atteindre ça. Ça se fait, mais c'est plus gros. C'est des gros appareils, c'est plus difficile mais ça se fait et ça coûte 6 $ une fusible. Si vous faites venir une personne pour la changer, comment ça va coûter? Minimum 150 $. Pour changer une pièce de 3 $, 4 $. Alors, des fois, ça vaut la peine de connaître un peu, de démonter. Sur YouTube, il y a plein de vidéos, plein de sécheuses. Donc, il s'agit juste de s'y mettre. Autre chose aussi, même principe, le filtre de votre sécheuse. C'est important de le vider à chaque fois. Même si vous pensez, il est correct, j'attends après 2-3 pour que. Non, on veut y donner le plus d'air possible. T'sais? Puis des fois, c'est un problème qui ne va pas arriver du jour au lendemain. Si vous avez des mauvaises habitudes, ça ne va pas arriver demain matin. Ça va arriver dans 6 mois. Mais dans 6 mois, on ne veut pas non plus que ça arrive. On veut que ça arrive dans 10 ans, dans 15 ans. T'sais? Une laveuse, donc ce que j'ai vu assez régulièrement dans une laveuse, c'est l'entrée d'eau, OK? L'eau rentre, mais vous avez ici, à l'entrée, ce
qu'on appelle une électrovanne, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va stopper l'eau, qui empêche l'eau de couler. Et là, quand on part le cycle, on énergise cette vanne-là et touc, elle rouvre et là, l'eau coule. Et quand la laveuse a assez d'eau, touc, on enlève le courant, ça se ferme. Ça rouvre, ça ferme. C'est électrique, c'est une vanne électrique. Alors, ça se peut que cette vanne-là, si votre cycle, il n'y a pas d'eau qui coule, il se passe que ça ne remplit plus, ça se peut que ça va être votre électrovanne qui est brisée. Elle est coincée, rouillée des fois. Alors, on met le courant, mais elle ne veut pas ouvrir. Elle est prise. C'est pas très cher, ça. 40 $, je pense. Vraiment, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Pour le reste, une laveuse, c'est quand même assez complexe comme électromécanique. Je ne vais pas plus en dire là-dessus. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que moi, les frontales, j'en ai une chez moi, là. Ça, c'est parce que c'est ma femme qui l'avait avant. Mais je n'achèterai plus jamais ça. C'est mon idée personnelle. Okay, ça va être sur le chargement sur le dessus. Pourquoi? Parce qu'on a le cire qui coule généralement tout le temps, presque. Ça sent une odeur désagréable. Le remplacer, ça coûte très cher. C'est 100, 150 pour le remplacer. Puis juste de savoir comment le remplacer, c'est une autre histoire. Fait, le chargement par le dessus, on élimine tout ça. On élimine aussi les gros panneaux avec multicolores, avec plein de boutons, le moins possible de boutons. Si vous avez juste... Les meilleures laveuses encore resteront toujours les vieilles laveuses avec un bouton. C'est les meilleures. Moi, ce que je vous suggère, si vous voulez vous donner la peine, allez dans un marchand de laveuses usagées à Montréal. Il va vous en vendre une comme ça. Il va vous donner une garantie dessus aussi. Une garantie de 6 mois, 1 an. Alors, puis elle va vous coûter, ma foi, 100 $, 150, 200 $ maximum. Vous allez peut-être faire 4 ans, 5 ans avec. Là, vous allez acheter une grosse laveuse, un gros panneau comme ça, à 600, 700 $, plein, très, très complexe, avec plein de boutons. Quand elle va briser, vous ne sauriez pas quoi faire avec ça, ça va coûter cher. C'est toute une manière de penser. C'est beau. La mienne, elle fait de la musique quand elle fait. C'est très beau, mais pour réparer, c'est autre chose. Y a-t-il quelqu'un qui a un poêle comme ça? Vous n'êtes pas chanceux ou chanceuse. Non, dans le sens que vitrocéramique, c'est ce qui coûte le plus cher à remplacer lorsque ça brise. Je vous souhaite que ça ne brise pas. Ça se peut que ça dure des années. Mais si jamais l'élément ici qui est là à l'intérieur, là, c'est toute une question électronique là-dedans. C'est parce qu'il y a de l'électronique là-dedans. Dans un vieux poêle, c'est juste un élément chauffant. Hein? C'est du métal qui chauffe, on met le courant, c'est ça. Mais ça, c'est très complexe. J'ai étudié ça à un moment donné pour me rendre compte que wow, c'est toute une technologie, ça fonctionne très bien. Il y a de la fréquence là-dedans, l'électronique. Fait que quand on veut remplacer la pièce, c'est presque 150, 200 $ pour le morceau. Versus un rond de poêle, 10 $. Oui, c'est beau, c'est le fun, ça se nettoie bien. Des fois, c'est des choix, on peut, mais ça vaut la peine de le dire parce que faut s'attendre des fois quand on agit. On ne le sait pas aussi, hein, des fois, c'est sûr. Alors voilà. Réparation à risque élevé. Je vais en parler. D'ailleurs, la sécheuse, rapidement, cuisinière, j'ai passé pratiquement rapidement parce que c'est du 240 volts. Hein, la sécheuse, puis le poêle, on parle du 240 volts. Au niveau du 120, pour la réparation de petits appareils, je vous encourage à laisser un peu votre peur de côté, soyez prudent. Et je vous encourage à ne pas trop avoir peur du courant, d'essayer d'apprivoiser ça tranquillement, pas vite, parce que vous ne réparez jamais rien si, malgré, comme j'ai dit à monsieur tantôt, que moi, je répare sans même plugger les appareils. Mais il arrive des moments où on n'a pas le choix de l'essayer ouvert pour voir. Avant de le fermer, on veut voir s'il fonctionne.
Alors, c'est du 120, c'est pas trop. J'ai eu des clients réparants qui ont pogné un choc électrique. C'est arrivé. Ah, c'est comme juste ça saisit, pas plus qu'il faut. 10 secondes plus tard, on avait oublié ça. Mais moi, j'ai pogné un choc électrique sur le 240. Et ça fait une amnésie. Ça m'a créé une amnésie momentanée. C'est-à-dire que j'ai perdu un peu la notion du temps. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? T'sais, ça l'a agi jusque même sur mon cerveau. Donc, il faut faire attention. Donc, la cuisinière 240 volts, je vous conseille fortement de ne pas jouer là-dedans au niveau électrique. C'est vraiment dangereux. Débranchez-le. Si c'est débranché, il n'y a plus de problème. Votre sécheuse pour changer votre fusible, si ça vous tente de vous lancer, débranchez tout, puis vous êtes vraiment correct. Les faux micro-ondes, faites attention dans les faux micro-ondes. Brancher un faux micro-ondes, c'est des milliers de volts. Il y a une composante électronique là-dedans qui élève le voltage à des 10 000, des 15 000 volts. Pour faire fonctionner le rayon, ça prend beaucoup de voltage. Donc, il faut faire attention. Les écrans cathodiques, on ne presque plus. Là, je parle des écrans avec des boules en arrière. Là. Tu sais, des vieilles télévisions. Ça, il y a l'accumulation d'énergie dans ça des fois. Les condensateurs, là, malheureusement, j'ai pas. Là, moment, j'en ai un. Les condensateurs, c'est des pièces cylindriques rondes avec 2 fils. C'est comme des piles. Ça ressemble à des piles. On va voir ça dans des sécheurs. C'est rond. C'est gros comme ça, à peu près. Ça s'appelle des condensateurs. Ça, les condensateurs, ça garde l'énergie. Même si on débranche l'appareil, ça garde l'énergie. Donc, on va penser que l'appareil est déchargé, mais on va défaire le fil et on va toucher. Oh, on va prendre le restant d'énergie qu'il y a dans le condensateur. Fait au pire des cas, laissez reposer votre appareil longtemps. Comme ça, le condensateur va se décharger. Puis, là, il n'y aura plus de problème. Fait que dans le fond, ce qu'on peut dire, c'est porter donc des équipements protégés. T'sais. Parce que si vous avez un fil, vous les branchez, mais vous touchez votre fil, c'est arrivé quand j'étais là. Les 2 fils se sont touchés, mais là, il se crée un court-circuit. Mais ça, c'est du plomb, le fil peut cuire, ils fond, et ça peut avoir une petite goutte qui va vous aller dans l'œil. Et ça, c'est des milliers de degrés. Fait que ça pardonnera pas. Ça va être instantané. Alors, mettez des lunettes, puis mettez des gants. Avec des gants, vous ne prendrez jamais de choc. Des gants, c'est sûr que ça protège au maximum. Donc, si je reviens avec mes tests de continuité, c'est ça. Hein? Un test de continuité avec votre multimètre ou avec la bébelle de tantôt, c'est pour mesurer un fil. Est-ce que mon courant passe dans le fil? Est-ce que mon fusible, une lumière? Ça peut mesurer un interrupteur. On peut mesurer aussi la résistance, l'élément chauffant. Alors, on peut vérifier plusieurs choses comme ça. Voici des fusibles, peut-être pour vous faire un petit peu l'œil là-dessus. À gauche, les grosses, c'est des sécheuses. Ils sont plus gros courant, donc c'est des fusibles thermiques, ça. Alors, des fusibles thermiques, à partir d'une certaine température, à l'intérieur, le métaux, il va fondre, puis là, ça coupe le courant. C'est ça, une fusible thermique. En milieu, c'est les cafetières, généralement. C'est ça qu'on va retrouver. Alors, si on a un fusible, on peut regarder dessus. On a des numéros, des fois. Très petits, des fois. Mais on a des numéros. On va taper ça sur Internet. On va peut-être tomber. Ce qui est important de savoir, c'est le degré. Le fusible, c'est quoi son degré? C'est-tu 70? C'est-tu à quel degré il va s'activer? Alors ça, on peut l'amener aussi chez Addison, puis on dit « Monsieur, voulez-vous avoir quelque chose? » Ils vont vous aider. On a des autres fusibles aussi. Ça, c'est plus dans peut-être des petits appareils avec des moteurs, tout ça, des fusibles. Des fois, ils vont les cacher. Regardez, ici, on dirait un fil normal. Mais si on regarde comme il faut, on a un petit cylindre caché ici. C'est un fusible qui est là, il faut le savoir. Alors, le seul moyen de le savoir, c'est de prendre un test de mesure. On va mesurer. Est-ce que le courant, il passe? On va se rendre compte qu'il ne passe pas. Ah, il y a quelque chose dans le fil. C'est un fusible. Des petits fusibles comme ça, des fois dans des compartiments. Ceux-là, c'est vraiment pas cher. 2 piastres pour 10. Là. Ça vaut la peine des fois d'en avoir plusieurs. Un interrupteur, pour mesurer l'interrupteur, c'est toujours 2 bornes en bas.
OK? Donc, lui a deux moyens de mettre le courant. Donc, il faut juste prendre deux bornes, on mesure. On change, clic. Est-ce que ça passe? Oui. Clic. Est-ce que ça passe pas? Ça passe pas. Avec les deux bornes sur le... C'est comme ça un interrupteur. Parce que ça arrive souvent, des interrupteurs ne fonctionnent pas bien. Un petit moteur électrique. Tous les petits moteurs électriques, surtout les aspirateurs. L'aspirateur, c'est tous des moteurs comme ça. Et on a chaque côté, parce que ça, c'est un moteur, ça tourne comme ça. Hein? Alors, chaque côté, on a ce qu'on appelle des balais, des petits morceaux de carbone, qui viennent mettre le courant sur le rotor. Alors ici, on a également un fil. L'autre bord, j'ai un fil. Et on a une pièce qui vient frotter sur le carbone pour que ça tourne. Mais on s'entend que ça frotte. Alors, au fil du temps, ça s'use. Et là, ça finit par ne plus toucher à ça. Et là, votre perceuse ne fonctionne plus. Il faut changer les carbones. Ça, c'est pas cher non plus. C'est 10, 12 piastres, 15 piastres. Deux paires, on les change, c'est réglé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a eu l'expérience, des fois, souvent les perceuses, les vieilles perceuses, on les part, ils font des fils à mèche un peu. Ou ils sentent spécial en partant. Soit qu'ils font des fils à mèche ou ils ne tournent pas rond. Mais c'est les carbons qui sont limite. Ça touche pas. Ils sont presque terminés. Fait qu'ils touchent un petit peu, ils ne touchent pas. Des fois, ça fait des petites fils à mèche. Puis ça sent aussi un peu quelque chose. Donc ça, c'est l'indice. C'est les carbons. Moi, quelqu'un que je vois admirer a fait ça, c'est directement, il faut changer. Alors, pour terminer, recommandations, les meilleurs appareils démontables. Hein, regardez les vis, tout ça, simple, très simple, le plus simple possible. Les vis spéciales, vraiment, essayez de ne pas avoir ça. Vérifiez les commentaires sur Internet, on en a parlé tantôt. Les disponibilités de pièces de rechange, ça vaut la peine des fois de vérifier si j'ai une pièce, est-ce que en 3 clics, je réussis à avoir la pièce ou impossible, tu sais. Mot de la fin, pour réparer, osez, essayez. Essayez de réparer, tu sais, es-tu capable, je ne suis pas capable. Non. Au pire, avant de le mettre dans le recyclage ou vous en débarrasser, ouvrez-le, gâtez-vous, dévissez-le, brisez-le, explorez. Non, mais après ça, vous allez avoir peut-être le goût d'en faire un autre. Et c'est ainsi que vous allez apprendre. Tu sais. Démonter même pour les pièces de rechange au pire. Et sur ça, bonne réparation à tous. J'espère que je vous ai donné l'envie de réparer. Et voilà. Merci Martin pour la présentation. C'était très généreux. Donc, on va juste aller acheter une petite perceuse et un tournevis long. Demain. Merci. Merci Martin. Merci.